Dans la série ISO 27000, la partie Risk Management est traitée dans ISO 27005. En fait, il existe une norme appelée ISO 31000 qui est la norme ISO de référence pour tout ce qui est gestion du risque. Et ISO 27005, c'est une adaptation d'ISO 31000 dans le contexte de la sécurité de l'information. ISO 27005 est aligné avec les exigences de gestion du risque présentes dans la norme ISO 27001. La gestion du risque, on va le voir après, mais c'est un élément très important dans ISO 27001. ISO 27005 n'est pas une méthodologie. Elle décrit simplement un processus continu de gestion du risque. Les 5 étapes de ce processus sont dans l'ordre: établir le contexte de l'analyse des risques, faire une appréciation des risques, traiter le risque, communiquer aux décisionnaires et aux parties prenantes à propos du risque, monitorer et passer en revue les risques, pour les réévaluer si nécessaire. Nous allons étudier ces 5 étapes un peu plus en détail. Pour établir le cadre de l'analyse de risque, il faut déterminer les éléments suivants. On va définir le périmètre de l'analyse de risque. Par exemple, on va peut-être souhaiter limiter l'analyse aux actifs qui sont propres à une activité bien particulière au sein de l'organisation. On va lister les obligations de conformité, c'est-à-dire les lois et les réglementations qui s'appliquent, mais aussi les clauses contractuelles qui ont été signées. On l'a déjà dit, mais ISO 27005 n'est pas une méthode d'analyse du risque à proprement parler. C'est plutôt un guide qui va indiquer les différentes étapes essentielles de la gestion du risque. On va donc préciser quelle méthode on décide d'utiliser parmi les différentes méthodes existantes. Il y a par exemple Octave, CRAM ou encore EBIOS. On y reviendra plus tard. Au sein du périmètre qu'on a déterminé dans l'étape précédente, on va faire un inventaire de l'ensemble des actifs. Ces actifs peuvent être matériels, comme des postes de travail par exemple, ou immatériels, comme des fichiers de données. Parmi ces actifs, on trouvera bien entendu des actifs primaires, autrement dit des actifs informationnels et des processus métiers. Mais on trouvera aussi des actifs de support, comme par exemple du matériel, des logiciels, des réseaux, des personnes, des sites, etc. On va ensuite déterminer l'importance de ces différents actifs, en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. En effet, les actifs essentiels que sont les informations et les fonctions ont des besoins sécurité selon les 3 critères confidentialité, intégrité, disponibilité. Prenons un exemple. On fait une analyse de risque pour un système de gestion des notes de frais. Dans ce système, on va trouver des actifs informationnels, comme par exemple des identifiants, nom, prénom, etc., des numéros de compte bancaire, ou encore des récapitulatifs de déplacement. On va aussi trouver des processus métiers, tels que la saisie des notes de frais, la validation des notes de frais, et puis le remboursement. Enfin, on va avoir des actifs support, comme par exemple une application de gestion des notes de frais, un réseau d'interconnexion, et puis des postes de travail. On va alors faire une matrice pour associer ces différents éléments. Par exemple, on va trouver les numéros de compte bancaire sur le serveur de base de données et certains postes de travail. On va identifier les différentes menaces à prendre en compte. Par définition, une menace possède un potentiel de nuisance vis-à-vis des actifs. L'identification des menaces peut être établie avec l'aide de diverses parties prenantes,
internes ou externes à l'organisme, tels que les propriétaires ou les utilisateurs des actifs, le personnel de l'organisation, des spécialistes de la sécurité de l'information, des juristes, les compagnies d'assurance ou bien encore les autorités gouvernementales. Il peut s'agir d'un risque de vol, de panne, d'attaque en déni de service, de catastrophes naturelles, etc. On essaie de lister, à ce stade, une liste de scénarios pertinents. On va identifier les contrôles de sécurité qui ont été mis en place afin d'éviter un travail ou des coûts inutiles. On inclura aussi ceux dont la mise en œuvre est déjà prévue. On va déterminer quelles sont les vulnérabilités spécifiques aux actifs qu'on a précédemment inventoriés. Les vulnérabilités, dans le cadre de la gestion du risque, sont essentiellement des caractéristiques qui augmentent le risque face aux menaces. Par exemple, pour un bâtiment, la présence de fenêtres à hauteur de rue peut être considérée comme une vulnérabilité qui augmente le risque face aux menaces de cambriolage ou de vandalisme. Les organisations doivent identifier les impacts des scénarios précédemment listés en termes de délai d'investigation et de réparation, de temps de travail perdu, d'opportunités perdues, de santé et de sécurité au travail, de dépenses, d'honoraires, d'achat de matériel, etc. et enfin d'impact sur la réputation. Après avoir identifié les impacts des différents scénarios d'incidents, on va faire une appréciation du risque. Autrement dit, on va faire une estimation de l'impact pour l'entreprise. Cette estimation peut être qualitative, par exemple avec une échelle de valeur d'impact faible, moyen, élevé, ou bien quantitative, avec des coûts réels, en euros ou en dollars par exemple, pour exprimer les pertes potentielles. Chacune de ces deux approches a des avantages et des inconvénients. Une estimation qualitative est en général plus facile à comprendre, mais aussi plus flexible. Elle s'adapte à tout type de scénario. À vrai dire, c'est même la seule approche possible quand il n'y a aucune donnée quantitative disponible. Une approche quantitative, cependant, facilite la prise de décision par la direction, car elle permet une analyse des coûts par rapport aux bénéfices, et donc de comparer le retour sur investissement potentiel des différents scénarios de traitement du risque. La valeur d'un impact dépend généralement de la valeur et de la criticité de l'actif affecté par le scénario d'incident. Il faudra par exemple considérer la valeur financière de remplacement de l'actif, le coût d'acquisition, de configuration du nouvel actif suite au remplacement de l'actif défaillant, et puis bien sûr le coût d'interruption des opérations durant l'incident. Pour les différents scénarios d'incident qu'on a identifiés, on va estimer quelle est la probabilité de réalisation de la menace. On parle aussi de probabilité d'occurrence. Une fois établie une liste d'incidents potentiels, il convient d'évaluer le risque associé à chaque incident. Le niveau de risque dépend de la probabilité d'occurrence de l'incident et du niveau d'impact en cas d'incident. On va ensuite ordonner tous les risques identifiés par ordre de niveau de risque décroissant. On obtient ainsi un inventaire hiérarchisé des scénarios d'incidents potentiels. L'appréciation du risque permet de déterminer quels sont les risques qui seront traités en priorité.
Pour les différents risques identifiés, il faut choisir une option de traitement parmi 4 possibles. On peut décider d'éviter le risque. Le risque est considéré comme étant trop élevé. L'activité amenant le risque sera dès lors supprimée. Par exemple, imaginons qu'on envisage de lancer une nouvelle application. On fait une étude, on voit que le risque est très élevé pour cette application. Eh bien, on peut décider que le jeu n'en vaut pas la chandelle et donc annuler le déploiement. La deuxième option, c'est de réduire le risque. On va s'efforcer de diminuer le niveau du risque de manière à ce que celui-ci devienne acceptable. En d'autres termes, on va mettre en place des contrôles, des choses qui permettront de diminuer soit l'impact, soit la probabilité de l'incident. On peut aussi transférer le risque à une autre entité qui sera capable de le gérer, comme un assureur ou un sous-traitant par exemple. Et puis enfin, on peut accepter le risque. On décide de ne rien faire de particulier, de laisser les choses telles quelles, soit parce que le risque est plutôt faible, soit parce que les coûts de traitement du risque sont trop élevés. Ce sont donc les 4 options de traitement possibles. Éviter, réduire, transférer, accepter. Et donc, pour chaque risque qu'on a identifié lors de l'analyse de risque, il va falloir choisir au cas par cas une de ces options de traitement. Une fois que les décisions concernant le traitement du risque ont été prises, les activités pour mettre en œuvre ces décisions doivent être identifiées et planifiées. Les actions prioritaires sont déterminées pour s'assurer que les activités sont focalisées sur les plus grands risques. On doit garder les décisionnaires et les parties prenantes informés tout au long du processus. Cette communication du risque permet de réduire les incompréhensions avec les décisionnaires et d'impliquer leurs responsabilités. Le plan de traitement de risque doit être soumis à la direction pour validation. Une fois le plan de traitement validé par la direction, celle-ci doit faire en sorte que les ressources nécessaires soient allouées à sa réalisation. Le risque résiduel est le risque qui demeure après la mise en place des contrôles. Il s'agit donc d'un risque atténué. Les risques résiduels doivent être compris, acceptés et approuvés par la direction. Il faut monitorer les risques et les passer périodiquement en revue. On va ainsi s'assurer que le processus reste pertinent et adapté aux objectifs de sécurité. Il faut également identifier les changements nécessitant une réévaluation du risque, ainsi que les nouvelles menaces et vulnérabilités. L'analyse de risque doit être refaite régulièrement, par exemple une fois par an. Donc pour récapituler les différentes étapes décrites dans ISO 27005. On commence par définir le scope de l'analyse de risque. Ensuite, on fait une appréciation du risque. À partir des résultats de cette appréciation du risque, on va, pour chaque risque identifié, choisir une option de traitement parmi les 4 disponibles. Éviter, transférer, réduire ou accepter le risque. Une fois qu'on a choisi une de ces options, il peut y avoir un risque résiduel. On détermine alors si ce risque résiduel est acceptable ou non. S'il est acceptable, ça s'arrête là. S'il n'est pas acceptable, il faut définir une nouvelle stratégie de traitement du risque. Alors ce qu'on peut aussi préciser, c'est que ISO 27005 est une norme qui fonctionne sur le principe du Plan, Do, Check, Act. Plan, Do, Check, Act, c'est la fameuse roue de Deming. Autrement dit, le cycle d'amélioration continue. On commence par planifier, puis on fait les choses par rapport à ce qu'on a planifié. Ensuite, on vérifie qu'on a bien fait ce qui était prévu de faire. Et puis enfin, on va prendre en compte et corriger les erreurs, les écarts, etc. pour alimenter une nouvelle phase de planning.
c'est-à-dire repartir au début de la boucle. Et 27005 fonctionne sur ce principe-là. Donc ça veut dire que dans ISO 27005, on ne va pas faire l'appréciation des risques une seule fois. En fait, on va faire ça de manière cyclique. Par exemple, une fois par an, on va faire une appréciation des risques, on va choisir les options de traitement de risque et surtout on va analyser de quelle manière les risques ont été traités au cours du cycle précédent. On est vraiment dans un schéma cyclique d'amélioration continue. Comme on l'a dit tout à l'heure, ISO 27005 n'est pas une méthode d'analyse de risque à proprement parler. C'est plutôt un guide référentiel. Il vous faudra donc faire le choix d'une méthode à un moment donné pour pouvoir mener votre analyse de risque. Le principe essentiel de ces méthodes, c'est que pour une même analyse réalisée par plusieurs individus différents avec la même méthodologie, on doit obtenir des résultats similaires. La méthode Octave est structurée en 3 phases. Le profilage des besoins de sécurité, l'étude des vulnérabilités et l'élaboration de la stratégie et du plan de sécurité. La méthode CRAM est structurée en 3 phases. La définition des actifs mis à risque, l'analyse des risques et de la vulnérabilité, et la définition et le choix des contrôles de sécurité. Le guide de gestion des risques Microsoft comporte 4 phases principales. L'évaluation des risques, l'aide à la décision, la mise en place de contrôles de sécurité et la mesure de l'efficacité du programme. La méthodologie TRA comporte 4 étapes. Établir le domaine d'application, autrement dit identifier les employés et les actifs à sauvegarder. Déterminer les menaces et évaluer la probabilité et l'impact de leur survenance. Évaluer les vulnérabilités selon la justesse des sauvegardes et informatiser le risque. Implémenter les sauvegardes additionnelles si nécessaire pour réduire le risque à un niveau acceptable. Facile à utiliser, NIST 800-30 fournit une base pour le développement d'un programme de gestion efficace du risque, qui contient les définitions et le guide pratique nécessaires pour évaluer et limiter les risques identifiés dans les systèmes IT. Les 5 étapes de la méthode EBIOS sont étude circonstancielle, exigence de sécurité, étude du risque, identification des objectifs de sécurité et détermination des exigences de sécurité. La méthode MEHARI commence par un audit des vulnérabilités du système d'information. L'analyse de risque est ensuite conduite à partir des résultats de l'audit. Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible que vous utilisiez une autre méthode mieux adaptée à vos besoins. Le processus décrit par ISO 27005 liste les étapes essentielles d'un processus de gestion des risques en y ajoutant une logique d'amélioration continue. Dans le prochain épisode, nous étudierons la norme la plus connue de la série ISO 27000, la norme ISO 27001.